Bonjour, mon nom est Louis-Christophe Juteau, je suis médecin de famille. Je détiens un certificat de compétences avancées en médecine des toxicomanies du Collège de médecins de famille du Canada et je pratique principalement dans cette discipline au service de médecine des toxicomanies du CHUM et à la clinique communautaire d'Opamed, ainsi qu'à la clinique universitaire de médecine familiale Notre-Dame. Cette capsule concerne l'application pratique de la prescription de benzodiazépines dans le cadre d'une pharmacothérapie de remplacement. Et elle fait référence en fait au guide clinique à l'intention des prescripteurs intitulé La pharmacothérapie de remplacement des substances psychoactives en contexte de COVID-19 au Québec. Donc, pour se mettre en contexte, la pharmacothérapie de remplacement des substances psychoactives vise à prescrire un médicament pour remplacer une substance qu'une personne peut prendre. Cette substance-là qui peut être illicite ou non, mais qui n'est pas prescrite là, à la personne. Donc, dans le guide, on parle des motivations liées à ce remplacement-là. En fait, les motivations, c'est de réduire les risques sur la santé pour la personne. Il y a plusieurs risques sur la santé quant à l'utilisation des benzodiazépines de façon non prescrite. Par exemple, si une personne prend des benzodiazépines de façon chronique et qu'elle n'a plus accès à ces benzodiazépines tout d'un coup, ce qui pourrait être le cas en contexte de COVID, puisque la personne pourrait devoir s'isoler en raison de la COVID ou encore pourrait manquer d'accès à la substance qu'elle prend habituellement. Donc, si tout d'un coup, elle n'a plus cette substance-là, pourrait développer des symptômes de sevrage qui sont intenses, qui sont parfois dangereux, par exemple les convulsions ou un délirium, et pourrait ne pas être en mesure de s'isoler de façon adéquate, puisque lorsqu'on ressent des symptômes comme ça, évidemment, la réaction là, pourrait être de quitter l'endroit d'isolement puis aller rechercher la substance là, afin d'apaiser les symptômes de sevrage. Donc, on comprend que le principe directeur, c'est vraiment de réduire les risques sur la santé des gens en prescrivant une substance de remplacement. Dans la même veine, en contexte de COVID-19, l'accessibilité des substances étant diminuée, les personnes vont parfois aller vers des substances qu'ils connaissent moins et qui pourraient être contaminées avec d'autres types de substances et non seulement des benzodiazépines. Donc, ça pourrait être contaminé, par exemple, avec du fentanyl ou d'autres types d'opioïdes. D'autant plus, cela augmente le risque là, sur la santé des personnes là, de faire une surdose. Lorsqu'on va évaluer la pharmacothérapie de remplacement, il faut vraiment prendre un œil assez large puis voir toutes les substances consommées par la personne. Par exemple, est-ce qu'elle consomme aussi de l'alcool ou du GHB et le prendre en compte dans notre prescription afin de diminuer les risques à la santé là, de notre prescription étant donné que l'accumulation de substances dépresseurs comme les benzodiazépines, les opioïdes, l'alcool ou le GHB vont augmenter les risques euh, de surdose là, par dépression respiratoire. En ce sens, de façon générale, on va avoir tendance, pour la plupart des substances, incluant les benzodiazépines, de recommander l'accès à une trousse de naloxone. Cette trousse de naloxone-là vise à contrecarrer les effets d'une surdose d'opioïdes. Euh, Par contre, comme il peut y avoir la présence d'opioïdes dans d'autres substances, là, comme contaminants, ou que les personnes ont tendance à consommer plusieurs substances, il est fortement suggéré là, que la personne ait accès à une trousse de naloxone, même si la consommation principale est les benzodiazépines. Il est difficile de déterminer la force des benzodiazépines qui sont consommées de façon non prescrite, soit qui sont achetées sur la rue ou sur Internet avec un dosage dont on ne connaît pas l'existence, ou soit encore qui sont pris de façon un peu aléatoire à différentes personnes autour, là, dans l'entourage, même si ce sont des benzodiazépines pharmaceutiques. C'est difficile, en fait, de savoir à quelle dose commencer notre prescription de benzodiazépine. D'autant plus que ce qui est vendu sur la rue ou sur Internet, comme par exemple du Xanax ou d'autres types de benzodiazépines, si on les analyse, on ne retrouve pas nécessairement la substance là,
que la personne pensait consommer. Donc, dans les laboratoires de production de benzodiazépines clandestins, on peut produire plein de nouvelles benzodiazépines qu'on ne connaît pas vraiment l'existence comme clinicien puisqu'elles ne sont pas vendues là, au niveau pharmaceutique. Ces benzodiazépines-là qu'on pourrait retrouver dans les comprimés ont une force variable et une concentration très variable, même d'une fois à l'autre que la personne va acheter, même si c'est du même distributeur, là, ça peut de beaucoup, beaucoup varier. Il peut parfois avoir même aucun benzodiazépine là, si le comprimé ou la capsule est analysée, ou il peut avoir d'autres types de substances que des benzodiazépines. Comme la prise chronique de benzodiazépine est associée à des risques importants pour la santé, c'est-à-dire une augmentation de l'anxiété induite, des troubles au niveau du sommeil, une augmentation du risque de chute, du risque de surdose, même des décès prématurés là, chez les personnes âgées. Il est généralement suggéré de faire un sevrage des benzodiazépines lorsqu'on a une consommation chronique. Euh, donc, c'est ce qui va être proposé d'emblée à la personne. Par contre, on pourrait se retrouver devant une situation où la personne ne veut pas cesser sa consommation de benzodiazépines et temporairement doit être isolée. À ce moment-là, notre focus va être vraiment sur le remplacement de la substance afin de contrôler les symptômes de sevrage tout en évitant les symptômes d'intoxication aux benzodiazépines. Dans tous les cas, la procédure va être similaire, c'est-à-dire que même si on s'orientait vers un sevrage, on va d'abord doser la benzodiazépine prescrite afin d'arriver à ces mêmes objectifs-là, c'est-à-dire enlever les symptômes de sevrage sans induire des symptômes d'intoxication. Donc, le principe de base pour notre première prescription là, de benzodiazépine dans le cadre d'un remplacement va être de commencer à une faible dose, puis de réévaluer rapidement la personne, c'est-à-dire rapidement le lendemain ou dans les jours suivants, et d'augmenter la dose si des symptômes de sevrage sont présents. Pourquoi on fait ça de cette façon-là? En fait, c'est que comme on ne connaît pas la tolérance de la personne, puisque, comme je le disais, la concentration et la force des benzodiazépines, le non prescrit, est très variable. Donc, on ne veut pas induire de symptômes d'intoxication avec notre première prescription. Et les symptômes de sevrage prennent généralement un petit peu plus de temps à arriver. Donc, en réévaluant, on peut voir si les symptômes de sevrage surviennent et on augmente à la hausse la dose du benzodiazépine prescrit là, si on a besoin. De façon classique, les premiers symptômes de sevrage à apparaître vont être en fait de l'anxiété augmentée, de la difficulté à dormir. Après ça, on pourra avoir des maux de tête, sensations de palpitation, des sueurs, des tremblements. Euh, Sinon, si on laisse ça évoluer, c'est là qu'on pourra avoir des symptômes de sevrage vraiment plus intenses, avec de l'agitation, des désordres perceptuels, de la confusion, puis même aller vers une convulsion. Et ça fait quand même qu'on peut ajuster là, dans les premiers jours notre dosage afin d'éviter là, des réactions de sevrage plus sévères. Donc, de façon très pratique, puis ce que j'ai vu aussi dans mon expérience, c'est les gens vont consommer des fois des quantités vraiment impressionnantes là, de barres de Xanax qu'ils appellent, ou encore d'autres types de benzodiazépines communs, là, comme le clonazepam, ou en fait ce qui croit être du clonazepam ou de l'Ativan. Mais une fois qu'on les rencontre et qu'on remplace avec un benzodiazépine de prescription, les doses à utiliser sont généralement beaucoup plus faibles que ce qui est rapporté par la personne. Donc, on va débuter avec une benzodiazépine à longue durée d'action qu'on va essayer de mettre plusieurs fois dans la journée pour éviter les symptômes de sevrage entre les prises. Le plus classique est de prescrire le clonazepam à raison de 1 à 2 mg au total dans notre journée, qu'on peut diviser en 2 à 4 prises par jour. Généralement, ça va être suffisant là, pour contrôler des symptômes de sevrage. C'est assez surprenant, là, même chez les gens qui nous rapportent prendre des 5-10 barres de Xanax là, parfois par jour. Euh, Généralement, on n'aura pas besoin d'augmenter beaucoup là, cette prescription-là. Donc, on commence par notre clonazepam ou encore l'équivalent d'une autre benzodiazépine à longue durée d'action, là, comme le diazépam.
Puis, on réévalue le lendemain ou 2 jours après, voir s'il y a des symptômes de sevrage. On augmente progressivement. S'il y en avait un petit peu et qu'on a fait un changement, on réévalue encore quelques jours après. Généralement, donc, au bout d'une semaine ou même avant, là, on va arriver à une dose très confortable qu'on va pouvoir soit garder à cette dose-là le temps de l'isolement ou encore amorcer un sevrage graduel de la benzodiazépine là, si la personne est intéressée à le faire. C'est ce qui lui sera suggéré. Donc, par exemple, si on a prescrit clonazepam 0,5 mg 3 fois par jour, et que la personne était un peu inconfortable entre les prises, on pourrait augmenter à 0,5 mg 4 fois par jour. On continue comme ça, on ajuste, on arrive à une dose stable, puis si la personne le souhaite, on va diminuer graduellement la benzodiazépine. Ça veut dire prendre environ 10 de la dose totale et le diminuer à chaque 1 à 2 semaines. Quand on est avec des relativement petites doses comme ça, ça peut être difficile d'arriver à vraiment 10 de la dose totale, puisque, par exemple, si elle prend 1 milligramme dans sa journée ou 2 milligrammes, ça serait 0,1 ou 0,2. Puis les comprimés ne se font pas dans cette façon-là. Fait qu'on va essayer de trouver généralement la plus petite division. Là. Par exemple, le clonazepam 0,5, on pourrait le diviser en deux, en 0,25, puis diminuer à chaque semaine ou deux de cette force-là. L'avantage de le faire graduellement, en fait, c'est que les gens vont moins sentir de symptômes de sevrage et moins avoir tendance à retourner vers un achat de benzodiazépine illicite. Puis, on voit quand même que ça fonctionne de façon générale, cette façon de faire-là. D'autant plus, ça va être efficace si on est en mesure d'adresser la raison pour laquelle la personne prenait à la base le benzodiazépine. Donc, soit, par exemple, un problème d'anxiété, un problème d'alcool ou encore un trouble du sommeil. Quand je dis adresser, ça peut vouloir dire bien des choses, là. Ça pourrait être par une médication qui est appropriée, une évaluation, un suivi, des éléments plus de l'ordre psychothérapeutique. Donc, si on accompagne la personne dans les symptômes qui l'ont amené à consommer le benzodiazépine, ça peut vraiment augmenter l'efficacité là, de notre sevrage. Afin de donner le plus de chances possible à la personne de respecter les consignes d'isolement, il est recommandé d'effectuer la prescription initiale du benzodiazépine de remplacement pour une durée d'au moins 14 jours, qui est de façon générale la période d'isolement qui est recommandée, ou encore là, de moduler là, ce nombre de jours-là là, à la période d'isolement recommandée pour cette personne-là spécifiquement. Ça nous permet, si jamais, en fait, on perd le contact avec la personne, mais que la prescription continue, surtout, en fait, si on a la chance d'impliquer le pharmacien là, dans cette ordonnance-là, qui pourra faire le suivi avec la personne s'il y a des symptômes de sevrage et qu'on n'est pas en mesure là, de contacter la personne. Donc, de façon générale, les ordonnances qu'on va faire sont pour une période un peu plus longue, même si on prévoit réévaluer la personne avant la fin de l'ordonnance. Et les services vont être fréquents là, avec le pharmacien, par exemple une livraison fréquente ou encore, si la personne est dans une unité d'isolement, là, un service là, via les intervenants ou les infirmiers là, dans l'unité d'isolement. En conclusion, j'espère que cette capsule vous sera utile si vous devez prescrire des benzodiazépines en pharmacothérapie de remplacement durant la pandémie de COVID-19. N'hésitez pas de consulter des collègues plus expérimentés là, si vous avez des questions concernant l'évaluation ou encore la prescription ou le suivi de cette pharmacothérapie de remplacement. Vous pouvez contacter les gens au service de médecine des toxicomanies du CHUM ou encore l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance. Vous trouverez toutes les coordonnées à l'intérieur du guide. Vous pouvez également consulter, dans le fond, les autres capsules concernant d'autres types de substances psychoactives là, que vous pourriez devoir remplacer chez vos patients. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à nous contacter.